Nous allons donc passer au deuxième épisode de cette série. Et ce deuxième épisode de cette série va continuer à prolonger ce que nous avions dit dans le premier épisode, qui était la chose suivante. Dans l'économie, ce qui est essentiel, ça n'est pas la production des biens, ça n'est pas la production des utilités, c'est la fabrication politique des agents bien conformés. Nous allons donc continuer notre avancée dans la compréhension de l'économie comme une fabrique politique d'individus bien constitués. Et pour cela, il faut, hélas, que nous continuions à casser des slogans et à présenter l'économie comme une forme autoritaire de gouvernement. La deuxième rafale de slogans qui va se présenter à nous immédiatement et qui va faire l'objet de ce deuxième épisode est bien entendu toute une série de choses tournant autour du marché, de la concurrence et de l'individualisme. Partons, si vous voulez, de cette structure politique de l'économie. Le despote national qui constitue l'économie cherche à l'instituer, cherche à la constituer en imposant des lois. Voilà, c'est ça qui va être important. Économie veut dire les lois qui sont imposées pour le bon fonctionnement de la maison. Bien entendu, ces lois n'arrivent pas mystérieusement comme cela. Il va y avoir tout un corps que j'appelle le despote, et le despote va imposer ses lois. Bien entendu, pour le despote, ces lois sont des lois universelles, justes, humaines, etc. Et vous savez bien entendu qu'elles sont résumées sous le nom de droits humains. En particulier la première génération, ce qu'on appelle la première génération de droits humains, qui tourne autour du droit de propriété et le droit de société, etc. etc. Alors, ces lois, ce sont des lois juridiques imposées par un pouvoir politique, mais qui vont se présenter d'une manière un peu curieuse, puisqu'elles vont se présenter comme des lois naturelles. Nous allons avoir quelque chose d'un peu extraordinaire en économie sur lequel il faut réfléchir, c'est des lois naturelles constituées politiquement. Bien entendu, il s'agit d'une contradiction, nous reviendrons sur ce terme et nous verrons ce que signifie cette contradiction. Mais regardons d'abord, si vous voulez, les trois bases fondamentales de ces lois juridiques, etc. Le droit de propriété inviolable, le droit des contrats qui s'impose absolument aux parties et qui doivent le respecter sous peine de punition, sous peine de sanctions, etc., etc. Le droit des sociétés que les agents peuvent former. Voilà, ce sont les trois piliers, je dirais, du droit qui va constituer l'économie, si vous voulez. Bien, après, il y aura bien entendu ainsi de développement. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce droit, ces lois, etc., se prétendent naturels. Pendant très très longtemps, et peut-être encore maintenant, on va parler du droit naturel de l'économie. Ainsi, les droits humains, ceux qui correspondent à la première génération, c'est-à-dire les droits bourgeois, comme on aurait dit autrefois, les droits humains se présentent comme la consécration d'un ordre naturel, un ordre naturel le plus juste, le plus parfait, etc. Et un ordre naturel dont le despote n'est pas le producteur, mais dont le despote est le protecteur. Voilà l'idée. On essaye de cacher la production de ce droit naturel, l'imposition de ce droit naturel par l'idée selon laquelle il y aurait un personnage, le despote étatique, etc., qui serait protecteur des lois naturelles, en quelque sorte. Il va protéger les lois naturelles. En défendant l'ordre dit naturel des propriétés, etc. Vous voyez, par exemple, là je suis en train de lire quelque chose comme un texte des physiocrates, etc., mais qui va se répéter à l'infini. Le despote libéral œuvre pour le meilleur développement possible des richesses. Voilà, c'est ça l'idée. Pour pouvoir aider au développement économique, promouvoir le développement économique, impulser le développement économique, il faut que des lois soient respectées. Vous voyez, c'est ça qui est important. L'économie change de terrain, je dirais instantanément, du développement, de la croissance, au côté législatif. Vous savez, c'est la raison pour laquelle, par exemple en France, l'économie est enseignée dans les facultés de droit. L'économie est un élément du droit. Voilà, bon. Alors, je répète ce que j'ai dit, mais qui est vraiment très très important. Les marxistes adorent les contradictions, alors je vais entrer une contradiction. On va parler de contradiction, si vous voulez. L'idée économiste
de lois naturelles instituées politiquement. Ça, c'est une contradiction énorme. Comment une loi naturelle peut être instituée politiquement? Eh bien, cette contradiction, elle a mené à une espèce de fuite en avant, une fuite en avant du libéralisme le plus naïf à l'origine, si vous voulez, ou peut-être on pouvait croire qu'il y avait effectivement des lois naturelles de l'économie. Par exemple, les physiocrates n'y ont jamais cru, mais bon, un certain nombre de gens ont pu croire qu'il était naturel d'échanger, qu'il était naturel de payer, qu'il était naturel etc. Bon, on croyait aux lois naturelles. Jusqu'à, bien entendu, une évolution à travers le temps qui est notre époque, ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire la forme contemporaine du libéralisme, où on ne croit plus du tout à ces lois naturelles, où on croit vraiment que les lois sont instituées politiquement, même si on va continuer à utiliser le mot naturel pour faire bien. Mais ça, c'est une contradiction. Loi naturelle instituée politiquement, a priori, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Car ces lois naturelles, bien entendu, elles exigent quelque chose d'essentiel. Elles exigent de constituer quelque chose qu'on va appeler aussi par contradiction une nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine, pas plus qu'il y a de lois naturelles. Mais les lois naturelles, on les constitue. La nature humaine, on va la constituer de la même manière. Et ça va être le travail essentiel de l'économiste. Le travail essentiel de l'économiste, ça va être bien entendu de constituer de l'agent économique, de constituer de l'agent rationnel, de constituer de l'agent calculateur, etc. Voilà, comment le constituer? Eh bien, il va le constituer, par exemple, je reprends tout simplement encore une fois le vocabulaire des physiocrates, soit il est insensé, non rationnel, puisque les économistes disent l'agent économique est rationnel. Donc soit il est insensé, non rationnel, soit il doit être rééduqué. Voilà. L'objectif fondamental de l'économie politique, dans son côté politique, c'est la rééducation des insensés. Le problème, c'est que nous sommes tous des insensés. Et que donc, bien entendu, l'économie politique a un travail absolument colossal, qui est de prendre les individus un par un, ou en groupe, ou en collectif, peu importe, etc. Mais petit à petit d'arriver à un par un pour les remettre dans le droit chemin, ou pour leur indiquer la bonne voie, etc., etc. Vous voyez, bien entendu, également, encore une fois, le côté religieux de la chose. L'économiste, c'est le nouveau prêtre, c'est le nouveau pasteur qui va indiquer au troupeau, mais en prenant un par un, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire, où il doit le faire, à quelle époque il doit le faire, enfin, etc., etc. Vous savez que le détail des lois économiques, c'est quelque chose d'impressionnant, un détail absolument extraordinaire. Bien entendu, on voit toujours les choses du côté statistique, c'est-à-dire en masse, mais ça peut rentrer vraiment dans un détail extrêmement précis. Prenons des exemples, si vous voulez, bien entendu, par exemple, le respect de la propriété, ça peut être un détail extrêmement précis, enfin je veux dire, etc. On va mettre des verrous sur la porte et les assurances qui ne vont pas vous rembourser si vous n'avez pas fait ceci, cela, etc. Petit à petit, de fil en aiguille, toute votre maison va être contrôlée par quelque chose qui va s'appeler les assurances. Vous voyez, vous êtes obligé de faire telle et telle opération à l'intérieur de votre maison sous menace, en quelque sorte, au cas où il se passerait quelque chose d'être ruiné, purement et simplement. Ou alors, par exemple, le respect scrupuleux des contrats. Ça, c'est vraiment le truc fondamental de l'économie. Respect scrupuleux des contrats. Le respect des promesses. Tu as promis, tu dois tenir, etc. On voit encore une fois le côté religieux de la chose, la promesse, la confiance. Vous savez que le mot confiance, dans le mot confiance, il y a le mot fiancé, la fiance en quelque sorte, c'est-à-dire quelque chose de cette promesse qui est sacralisée par un ordre religieux, etc., etc. Voilà, donc la confiance, c'est vraiment encore une fois l'ordre religieux, surtout quand les économistes de nos jours vont dire toute l'économie repose sur la confiance, toute l'économie repose sur la façon dont les gens, les uns par rapport aux autres, peuvent se faire confiance, etc. Et comment les banques centrales vont-elles pouvoir faire confiance et tout. Bref, ce mot confiance qui est absolument partout, c'est un mot totalement religieux, bien entendu, si vous voulez. Et arrivons au dernier terme, si vous voulez. L'économie, on va dire, allez, je vais parler comme le despote, faire l'avocat du despote. L'économie, c'est la société des amis. C'est un club amical de copains, etc., etc. Ils se font confiance, ils s'aiment bien, etc. Mais, comme dirait mon notaire, oui, parce que bon, il n'y a pas d'économie sans notaire. Mais comme dirait mon notaire, ouais, la confiance c'est bien, l'amitié c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est les écritures. Les paroles passent, les écritures restent. Terme juridique à la base de l'économie finalement. Nous revenons sur ce que j'avais dit au premier épisode que j'avais fait la dernière fois, sur les comptes, les inscriptions. L'économie, c'est un système gigantesque d'inscriptions.
c'est un énorme texte. Hein, c'est pour ça qu'on parle, par exemple, de journal comptable. Je tiens mon journal comptable. C'est pas le journal de mes petites amies ou le journal de mes amours, etc. Ou alors de mes amours en tant qu'économiste. C'est-à-dire le journal, j'ai gagné tant aujourd'hui, j'ai dépensé tant aujourd'hui, j'ai fait tant de bénéfices aujourd'hui. Ouh là là, attention, mes enfants dépensent trop, etc. Voilà. Bon, ça c'est le journal de l'économiste qui peut s'étendre, bien entendu. Alors, ce système unifié dont j'avais présenté l'idée la dernière fois, qui se développe, bien entendu, par l'intermédiaire de lois qui vont le structurer, qui vont le stabiliser, qui vont le rigidifier. C'est ça l'objectif des lois. L'objectif des lois, c'est de rendre rigides des choses qui, a priori, pouvaient paraître un peu floues. Maintenant, ça va être écrit dans des textes, etc., etc., qui ne sont pas nécessairement des textes comptables, bien entendu. Ce système unifié, on a l'habitude de l'appeler marché. Alors, prenons la chose à l'envers. Il faut comprendre qu'un marché, c'est pas quelque chose de mystérieux parce que, vous savez, le marché, ça peut se dire « ouais, je vais le samedi matin au marché acheter mes poireaux et mes carottes, etc. » ou quelque chose dans ce goût-là, etc. C'est pas du tout le sens avec lequel les économistes l'entendent. Hein. Marché, c'est pas du tout ça. Reprenons l'exemple, si vous voulez, de base du mot marché qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que le marché mondial? Ah, où est-il le marché mondial? Ah, ça, je ne sais pas trop, le samedi matin, où se tient le marché mondial? Ouais, je sais pas. C'est un truc abstrait. Eh bien, cette abstraction, la fameuse abstraction de la valeur, si vous voulez, cette abstraction, bien entendu, elle se tient dans cette interconnexion écrite, stabilisée par des lois dans lesquelles les comportements des agents sont complètement figés. Voilà, c'est ça un marché. Donc un marché, c'est trois choses. C'est premièrement, bien entendu, un ordre. Deuxièmement, la stabilisation de cet ordre par un régime juridique, par un système juridique. Et troisièmement, le fait que les gens obéissent à cet ordre. Hein, je veux dire, c'est ça l'ordre. Obéir à l'ordre, c'est ça le point de vue, bien entendu. Alors, maintenant, si nous comprenons ce qu'est le marché, et vu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le despote qui crée les lois, etc., eh bien, c'est très simple de dire, c'est le despote, ou si vous préférez, c'est l'État qui crée le marché. Nous abordons donc un point, je dirais, l'un des premiers points essentiels qui a été l'objet de discours absolument fumeux et incompréhensibles. On a voulu opposer État et marché. Il y avait le méchant État d'un côté ou le bon État de l'autre côté, ou vice-versa. Du reste, le méchant marché d'un côté et le bon État de l'autre, ou je ne sais pas quoi. Mais l'opposition État-marché n'a pas de signification puisque le marché n'est rien d'autre que la manifestation du pouvoir de l'État dans une certaine caractéristique particulière que j'appelle l'économie. Voilà, c'est si simple que ça. Il n'y a pas de marché sans l'État. Il n'y a pas de marché sans ses lois. Et pour préciser, si vous voulez, le marché, c'est la discipline des actions. La discipline des actions, elle porte un nom fabuleux en économie, un nom que tout le monde connaît, ça s'appelle la concurrence. Qu'est-ce que c'est que la concurrence? Prenons le thème un peu à l'envers, si vous voulez, une espèce de justification. N'importe quel entrepreneur, n'importe quel patron, n'importe quel marchand qui va licencier ses employés, etc., va dire « Ah, mais moi, vous savez, j'y suis absolument pour rien, c'est pas de ma faute, j'ai pas choisi. » Vous voyez, où est la liberté, hein? Donc, il commence par dire « C'est pas de ma faute, j'ai rien choisi. » C'est la concurrence. Et la concurrence, elle apparaît comme une espèce de force qui m'a pris par la peau des fesses et qui m'a obligé à licencier. Ah, mais moi, vous savez, je les aimais, mes ouvriers, je les aimais, mes employés, tellement on allait boire un coup ensemble, etc. Mais là, vous vous rendez compte, la concurrence, l'économie mondiale, le marché mondial, etc. Je suis poussé par cette concurrence, j'ai perdu mon pouvoir, j'ai perdu ma liberté. J'ai perdu ma liberté, vous voyez, c'est ça le thème du truc. J'ai perdu ma liberté, nous ne sommes pas dans une économie de liberté, comme on a l'habitude de le dire. J'ai perdu ma liberté. Et voilà, c'est contre ma nature, mais bon, alors une loi naturelle qui me pousse à agir contre ma nature. Enfin, vous voyez, donc à partir de là, on peut imaginer toutes sortes de gloses, toutes sortes de variations, etc., etc. Alors, il faut être très clair. Au libéralisme, c'est-à-dire au marché, etc., à la structure de marché dont j'ai pu vous parler, correspond quelque chose qui est une société disciplinaire. Il n'y a pas de libéralisme, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'économie de marché, s'il n'y a pas, et je pense que vous commencez à le comprendre, quelque chose comme un ordre, des lois, une obéissance aux ordres, une obéissance aux lois, donc une discipline. L'économie est fondée sur la discipline. Alors bien entendu, cette discipline peut prendre différentes formes. Ça peut être au niveau formatif, c'est-à-dire je vais dresser des gens. Bon.
Mais ça peut être au niveau du contrôle. Je n'opposerai pas discipline et contrôle. Je sais qu'il y a eu des tas de débats sur les sociétés disciplinaires, les sociétés de contrôle, etc. L'économie est à la fois une société disciplinaire et une société de contrôle. On ne peut pas imaginer une discipline où il n'y ait pas le contrôle de la discipline. Ça n'a strictement aucun sens. Enfin, je veux dire, vous voyez, le droit de propriété sans les flics, c'est pas le droit de propriété. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement, si on n'est pas menacé un jour ou l'autre de se retrouver en prison ou que sais-je encore, enfin, parce que je vais rentrer chez quelqu'un et puis il a un bel ordinateur et qu'il me plaît mieux que le mien, etc., et je sors avec, c'est pas une société économique, ce truc-là. Donc, vous voyez, la discipline va exiger, bien entendu, le contrôle, si vous voulez. Et ce contrôle, il peut se manifester, bien entendu, sous la manière juridique, sous la manière du droit pénal, sous la manière de l'intervention de la police, etc. Mais c'est peut-être pas ça qui est l'essentiel en économie. C'est toujours en dernière instance. C'est la menace de fond qui va peser sur l'individu s'il ne respecte pas les bons comportements qu'il doit faire, etc. Ça, c'est clair. La menace est là. La menace doit exister. La menace doit être connue. La menace doit aussi se manifester. Si elle ne se manifestait jamais, ce ne serait pas une menace. Donc, un jour ou l'autre, il faut bien que les flics interviennent, tabassent les gens, etc., pour bien montrer que la menace, elle existe. Sinon c'est pas drôle. Enfin, je veux dire, personne n'y croirait. Vous voyez, la croyance, elle doit quand même se concrétiser. Mais néanmoins, c'est pas ça qui est important, si vous voulez. Ce qui est important, c'est le formatage, il se fait à long terme, il se fait depuis la naissance jusqu'à la mort, et même après la mort, sans doute, pour les héritiers. Vous voyez, le droit d'héritage, c'est quand même un truc absolument fondamental dans le droit de propriété. Donc, etc. Donc, l'individu est pris de la naissance à la mort, etc., dans un espèce de formatage, dans un réseau de règles, de bienséance. Il faut faire comme ça, d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait à l'école ? Je veux dire, dans les petites classes, etc. On va apprendre à l'individu à respecter les bonnes règles de l'économie, etc. Tu ne vas pas faire les poches de ton petit camarade à côté, tu vas être son copain, tu vas partager, enfin, etc. Tous les trucs qu'on peut trouver dans l'économie, mais qu'on va infuser, inculquer doucettement, mais quand même sûrement, à longue échéance, pour faire de bons agents, bien entendu. Alors, il y a une force agissante de la discipline. Cette force agissante de la discipline, c'est pas la flicaille, c'est bien entendu la concurrence. Alors, la concurrence, elle a deux formes. Elle a deux formes. Il y a une forme qui s'appelle la compétition. La compétition, c'est tout simplement la concurrence entre différents types de comportements. Voilà ce qu'on appelle compétition. Tel type de comportement va être considéré comme plus efficace que tel autre type de comportement, plus économique, donc va être plus à même, etc. Donc là, on va appeler ça la compétition. Et vous savez que de nos jours, on est dans cette espèce de guerre gigantesque de compétition, puisque ce sont des systèmes sociaux, ce sont des États, ce sont des systèmes de pensée, enfin tous des cultures, que sais-je encore, enfin tout ce qu'on peut trouver dans les journaux, qui sont mis en compétition. On va dire par exemple, regardez la culture irlandaise, elle est sans doute plus compétitive que la culture française. La preuve, c'est que toutes les sociétés se précipitent en Irlande. C'est que là-bas, franchement, il fait bon y vivre, etc. Ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, voilà, c'est ça la compétition. Et la concurrence maintenant. La concurrence, bien entendu, elle est liée à la compétition, mais la concurrence, elle s'adresse à des personnes. La concurrence, c'est entre des personnes. Quand on dit, par exemple, dans une entreprise, le patron va mettre en concurrence ses employés pour savoir qui va travailler le plus, qui va venir le supplier de travailler le dimanche, qui va le supplier de travailler la nuit, qui va le supplier, enfin, etc., de faire tous les trucs un peu stupides et sans intérêt que peut se faire dans une entreprise, etc. Voilà. Bon, ça va se nommer concurrence. Maintenant, quand on lit les deux, concurrence et compétition, ces deux se manifestent comme quelque chose de très important, c'est-à-dire, comme on l'avait vu dans l'exemple que je vous avais donné, je suis pris par la peau des fesses et je suis poussé, c'est une force surpuissante. La concurrence, la compétition, c'est un destin, la réapparition du destin. Et si on veut bien remonter à ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire l'idée de loi naturelle. C'est pour cette raison qu'on parle de loi naturelle de l'économie. Non pas qu'elle serait naturelle en ce sens qu'elle pousse sur un abricotier ou je ne sais pas trop quoi, ou etc., sur des haricots. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a comme un destin. Il y a comme un destin. Et ce destin, on ne voit pas très bien comment le surpasser ou comment le dépasser, puisque justement ce destin, c'est la force surpuissante qui nous oblige à agir de telle manière qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est ça l'idée. Et je pourrais faire cette interprétation immédiate, c'est-à-dire cette incise immédiate, si vous voulez, qui est extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'autre méthode que de sortir de l'économie. C'est bien à cause de cette force surpuissante.
On ne peut pas imaginer d'économie alternative. On ne peut pas imaginer une économie sans la concurrence. On ne peut pas imaginer une économie sans la compétition. Ce n'est pas d'économie du tout. Et donc, quand on dit « je veux plus de marché, je veux plus de concurrence, je veux plus de compétition, je veux plus de monnaie », enfin, etc., tous ces termes qui tournent autour, ça signifie purement et simplement « je veux sortir de l'économie ». Voilà. Et nous aurons, bien entendu, à penser, bien entendu, cette chose-là. Alors, maintenant, revenons au thème essentiel, c'est-à-dire au thème de propagande. L'économie, c'est la liberté. Mais on voit, après ce que j'ai pu dire, qu'il n'y a plus aucune liberté dans l'économie. Alors, ça, c'est un jeu de mots qu'adorent les économistes. Les économistes, ils vont dire « Oh, le marché, il est libre. L'économie, il est libre. Le libre-échange, c'est l'échange qui est libre. Mais les individus qui échangent, les individus qui vont au marché ou les individus de l'économie, alors eux n'ont aucune liberté. Pour que le marché soit libre, il faut bien entendu que les individus soient soumis à la plus stricte discipline, c'est-à-dire au plus strict formatage de comportement, à la plus stricte obéissance à ces lois dont j'ai pu bien entendu vous parler. Conformisme, unidimensionnalité, et puis ce qui peut être lié avec le cynisme, c'est-à-dire le fait qu'on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Ouais, on ne sait plus très bien qui on est. Voilà, on a perdu ce que l'on est. Est-ce qu'on est vraiment un économiste? Est-ce qu'on est un agent économique? Est-ce qu'on n'est pas un agent économique? Comment vais-je me comporter? Est-ce qu'avec mes enfants, je dois me comporter comme un agent économique? C'est-à-dire, est-ce que je dois mesurer tout l'argent qui me coûte en me disant, quand j'aurai 70 ans, maintenant vous me remboursez, etc. Vous voyez, comme le pensait Raffarin, par exemple, les trucs, bon, voilà, et quelque chose dans ce goût-là. Donc, où on va tenir une énorme comptabilité de ce genre de trucs. Voilà, là, je serai le bon agent économique, mais c'est ça le cynisme. On ne sait pas trop, on a le dos qui gratte, etc. On a les fesses qui démangent. Je ne sais pas trop comment me faire, bien entendu. Mais maintenant, le conformisme, l'unidimensionnalité, le cynisme, etc., ça conduit à quoi? Ça conduit en fait à quelque chose qui est une société extrêmement violente, à une société avec une violence quasiment sans limite. La violence de la concurrence, c'est quelque chose de sans limite. On met les gens en guerre les uns contre les autres et à la limite, on est carrément dans une télé-réalité. On n'est même pas dans une télé-réalité, c'est la réalité qui dépasse la télé-réalité. C'est purement et simplement ça. Et vous savez bien que les émissions de télé-réalité ne sont que de pâles imitations de ce qui se passe dans la réalité réelle, si j'ose utiliser ce mot. Bon, voilà. Donc ici, et en fait, tout cela est justifié au nom de la loi de la concurrence, au nom de la loi. Au nom de la loi, j'ai le droit de tuer. Au nom de la loi, j'ai le droit de faire ceci. Au nom de la loi, j'ai le droit d'être violent, etc. Parce que je ne peux pas faire autrement. Ah ben écoutez, mon pauvre monsieur, mais etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il fallait bien que j'opprime, il fallait bien que j'exploite, il fallait bien que je tue, c'est pas possible, c'est la concurrence qui me pousse. Si je ne fais pas ça, c'est moi qui vais tuer. Vous voyez le truc? Donc, parler de liberté dans ce cadre-là, mais c'est vraiment insensé, bien entendu, c'est vraiment insensé. Alors, si on raisonne un petit peu ou on tourne un petit peu autour de cette idée d'absence de liberté, on va immédiatement comprendre que l'économie, et on peut le présenter de cette manière-là, avec sa violence, avec sa force destinale, avec ce pouvoir qu'on ne peut pas dépasser, etc., c'est comme une espèce de colonisation. Voilà, c'est un truc sous lequel on présente habituellement l'économie, c'est une force de colonisation de la vie. La vie est colonisée par l'économie, c'est-à-dire elle l'absorbe de partout, elle va essayer de la transformer partout, de la ramener à ses lois, etc., etc. Et bien entendu, maintenant, cette colonisation, elle a un objectif extrêmement particulier. Son objectif particulier, c'est d'obtenir que les gens deviennent des agents et que les agents deviennent des mécaniques. L'idée véritable de l'économie, c'est que tout le monde devienne une mécanique. Voilà, on va remonter les agents économiques tous les matins, clic, 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 clic. Ils vont agir le soir, donc évidemment ils vont être épuisés, donc le matin on va les remonter de nouveau, clic, 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 clic. Alors c'est quoi la pile du lapin Duracell, vous savez, le lapin Duracell qui va épuiser sa pile, on lui remet une autre pile, etc., etc. La pile du lapin Duracell, c'est quoi? C'est très simple, c'est le salaire. Monsieur, si vous sautez davantage, si vous êtes un bon lapin Duracell, etc., vous aurez un bon salaire, vous êtes un mauvais lapin Duracell, vous serez un mauvais salaire, en fait, etc., etc. Et là, comprenons bien, si vous voulez, qu'on a une explication. Qu'est-ce qui explique les différences de salaire? Pourquoi, en quelque sorte, par exemple, les grandes vedettes à la Johnny Hallyday, ils gagnent beaucoup d'argent? Pourquoi les grands sportifs de foot, ils gagnent beaucoup d'argent, etc., etc.
C'est extrêmement simple, parce que ce sont des agents qui font la publicité, qui font la propagande pour ce système de compétition, qui font la propagande pour ce système de concurrence, etc., par tout leur port. En quelque sorte, c'est ce système-là qui est propagé par cela. Bon, voilà. Donc ici, il y a quelque chose de très très simple. La théorie du salaire, elle est extrêmement simple. Plus je suis proche du pouvoir, plus je gagne. Plus je m'éloigne du pouvoir, moins je gagne. Et à la limite, si je m'oppose au pouvoir, je risque d'avoir un salaire négatif. Ça, c'est parfaitement clair. Je veux dire, le salaire négatif, c'est on me fout en tôle, etc. Alors, je serais quand même nourri à l'œil. Alors ça, vous savez qu'il y a des discussions entre les gens de droite pour savoir si on doit nourrir les prisonniers. C'est scandaleux. Enfin, je veux dire, nourrir les prisonniers, on ne comprend pas. Mais on peut les faire travailler. On peut leur faire des jeans, vous savez, comme aux États-Unis, etc. On peut inventer des vieux trucs du 19e siècle ramenés dans les prisons qui vont faire hyper modernes, etc. Les mecs fabriquent des jeans. Ah, mieux que les Chinois. Enfin bref, bon, voilà. Donc, mais c'est ça qui est important. Maintenant, je veux dire, je pourrais finir cet épisode-là, si vous voulez, sur économie, concurrence, individualisme, etc., en disant qu'est-ce qu'on a produit? Qu'est-ce qu'on a produit, cet agent qu'on a produit? On a réussi à produire un agent mécanique. Et c'est grâce à la mécanisation de cet agent, la mécanisation des agents économiques, à la fabrication des conformistes en masse, etc., qu'on peut prévoir l'économie, qu'on peut imaginer une économie prévisible, qu'on peut imaginer comment on peut faire des comptes prévisionnels. Vous savez, supposons que vous soyez vraiment propagandé et vous dites demain je serai le grand auto-entrepreneur de la nouvelle société, etc. Je vais créer mon auto-entreprise, etc. Bon, et la première chose, vous achetez un petit guide de l'auto-entrepreneur, etc. Vous voyez, le petit guide de l'auto-entrepreneur, la première chose qu'on va vous dire, c'est faites une comptabilité prévisionnelle, essayez d'anticiper qu'est-ce que vous allez gagner, qu'est-ce que vous allez dépenser, comment vous allez faire. Un truc de gestion, mais t'es stupide, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais vous êtes formaté par ce truc-là, vous êtes formaté par ce truc-là. Donc vous allez commencer par dire ah ouais, mais ça va me coûter tant, mais ça va me coûter tant, etc. Alors du matin jusqu'au soir, combien ça coûte, combien ça dépense, etc. Voilà. Donc vous êtes mécanisé, vous êtes une mécanique. Et c'est ça qui est important. L'objectif de l'économie. Et on verra que la science économique, on a rajouté une couche là-dessus, mais l'objectif de l'économie, j'entends l'objectif de l'économie réalité, c'est ce régime gouvernemental, ce régime despotique, etc. C'est de fabriquer des agents prévisibles, des agents qui marchent comme on le désire, des mécaniques. Qu'est-ce que nous montre la finance, si vous voulez? La finance nous montre qu'il y a deux types de circuits qu'il faut toujours penser l'un avec l'autre. Les circuits économiques dont tout le monde parle et qui sont faciles à comprendre, etc., c'est-à-dire la circulation de la monnaie de poche en poche, bien entendu par l'intermédiaire des banques, hein. Mais bon, disons ça comme ça, si vous voulez. Et surtout, le plus important dont on ne parle pas, la circulation du pouvoir. Comment le pouvoir circule, comment il va de l'un à l'autre, comment il est utilisé de l'un par l'autre, comment il passe de l'un par l'autre, mais dans un circuit fermé.